Pauline et Jérôme, bonsoir. Du coup, vous êtes à l'Assemblée nationale pour une audition sur, on va dire, sur la crise du médicament que nous traversons. Vous avez écrit « Combien coûtent nos vies ?» en 2022. Vous êtes tous les deux responsables, créateurs, cofondateurs de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Avant ça, vous étiez, Jérôme, toi tu étais président d'ACT-UP et toi tu étais vice-président d'ACT-UP. Donc l'idée pour nous, là, c'est de faire une audition pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé peut-être cet hiver, comprendre aussi ce que vous faites vous à l'Observatoire, parce que vous avez beaucoup alerté sur la pénurie, notamment, bon, je prends l'exemple type, mais l'amoxicilline, qui a été quand même la grosse pénurie de cet hiver, et encore le paracétamol aujourd'hui. Vous avez beaucoup alerté. La question, c'est de savoir un peu, vous, ce que vous faites avec l'Observatoire, comment on en est arrivé là aussi, et un peu, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc là, ça paraît très très large. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu quel est le rôle de l'Observatoire ? Bonsoir, merci de nous recevoir. Donc peut-être pour présenter l'Observatoire et expliquer la création de l'Observatoire. Donc depuis une quinzaine d'années, Jérôme et moi travaillons sur les questions d'accès aux médicaments. Et moi j'ai beaucoup travaillé notamment dans les pays à bas revenus, moyen revenu intermédiaire, également aux États-Unis, en Europe, sur différents continents. Et ce qui revenait beaucoup à chaque fois, c'est l'opacité sur la chaîne du médicament, c'est-à-dire une opacité qui a des conséquences et qui empêche l'accès aux produits de santé, à des produits de santé vitaux pour les populations à peu près partout dans le monde. Et donc en 2019, je reprends un peu la genèse de l'Observatoire, j'étais à Genève à ce moment-là, et j'entends qu'une résolution est en cours de négociation, de pré-négociation à l'Organisation mondiale de la santé, en vue de l'Assemblée mondiale de la santé 72, qui avait lieu en mai. Et ce que j'apprends, c'est que la France bloque le projet de résolution. C'est-à-dire que c'est un projet de résolution porté par les pays du sud de l'Europe, notamment l'Italie, l'Agence italienne du médicament, en lien avec le Portugal, l'Espagne, la Grèce, qui sont confrontés, eux, à des problèmes de prix des médicaments très élevés. Et donc, ces pays-là décident de porter une résolution à l'OMS sur la question, sur l'importance, soulignant l'importance de la transparence sur la chaîne du médicament. Donc, à ce moment-là, avec Jérôme, avec qui j'ai beaucoup travaillé à ACT-UP, on décide de se mobiliser. C'était au moment des élections européennes en France, et on décide d'alerter sur la position prise par la France à l'OMS. En fait, on médiatise ce qui se passe. C'est-à-dire on a des informateurs qui nous disent la France dit ça pendant les négociations. Dans les 5 minutes qui suivent, sur Twitter, on dit la France a dit ça dans les négociations. Au final, cette pression, la France n'était pas le seul pays à s'opposer à cette résolution. Il y avait également l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, quelques autres pays comme ça, Singapour, etc. Ce qu'on fait à ce moment-là a un impact parce que la France décide d'arrêter de s'opposer, ce qui a un impact sur le Royaume-Uni et l'Allemagne qui décident, qui perdent le rapport de force. Et là, le bloc des pays qui veulent porter la résolution, qui la sponsorisent, vraiment s'étend à quasiment tous les autres pays, tous les autres continents, et donc la résolution au final est adoptée. Et c'est une résolution importante parce que c'est vraiment les États membres qui disent là, on a un problème, l'opacité sur la chaîne du médicament a un impact néfaste sur la recherche et le développement, sur nos systèmes de santé, on va plus pouvoir continuer à les financer, nos hôpitaux, les hôpitaux publics, on ne pourra pas les financer dans les pays du Nord, et nos populations n'ont purement et simplement pas accès aux médicaments dans les pays du Sud. Donc là, c'est les pays du Sud, le groupe des pays africains, l'Amérique latine qui le disent. Voilà, donc cette résolution est adoptée, c'est un pas assez important, symbolique certes, mais assez important. Et nous, on se dit à ce moment-là, on sait qu'il y a une mobilisation des hospitaliers qui commence en France, ou qui s'intensifie en France, notamment avec les urgences. On se dit qu'il faut absolument que nous, au sein de la société civile, on fasse un lien entre les politiques d'austérité et les politiques du médicament, et qu'on ne laisse pas uniquement ce texte adopté à l'OMS, un texte symbolique,
et qu'on essaye de faire tout pour que le gouvernement et Agnès Buzyn à l'époque, Emmanuel Macron, mettent en place la transparence en France. Donc on crée l'Observatoire de la transparence en juin 2019 dans ce contexte-là. Et là, à ce moment-là, nous, on lance notre travail partant de différents constats. Les constats en France sont les suivants. En 2013, il y a eu l'arrivée de nouveaux médicaments contre l'hépatite C, le virus de l'hépatite C. Il y avait un nombre incroyable de personnes qui avaient besoin de ce traitement. Plus de 200 000 étaient en attente de traitement parce que les précédents étaient extrêmement toxiques. Et le laboratoire qui commercialisait ce nouveau traitement, Sofosbuvir, souhaitait le commercialiser en France pour 56 000 € pour 3 mois de traitement. Et on avait fait le calcul à l'époque, comme consultante pour Médecins du Monde, j'avais fait le calcul mettre la totalité des personnes dont l'état du foie en France est dégradé, des personnes infectées par le virus de l'hépatite C, ça aurait, à ce prix-là, ça aurait été l'équivalent du total du budget de la PHP, 8 milliards d'euros. Et si on avait mis également les personnes atteintes de l'hépatite C, mais dont l'état de santé n'était pas trop mauvais, et ben ça aurait été le double du budget de la PHP. Donc ça permettait de montrer qu'il y avait un décalage de plus en plus important entre les prix des nouveaux médicaments commercialisés et ce que le système de santé peut porter. Et donc voilà, pour nous, il y a une vraie corrélation. Et en plus, on s'est dit à cette époque-là, en 2013-2014, que si ce prix était accepté, et il a été accepté par les autorités sanitaires de l'époque, notamment Marisol Touraine, on savait que ce serait un tournant et on savait que ça créerait un précédent et que ça rendrait beaucoup plus difficile les négociations de prix sur des nouveaux médicaments par la suite. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, il y a eu une commercialisation de médicaments contre des cancers pour plus de 200 000 €, des traitements personnalisés, etc. En 2019, fin 2019, il y a un nouveau traitement contre une maladie rare qui a été commercialisé dans le cadre d'une autorisation temporaire d'utilisation pour 2 millions d'euros l'injection. Excusez-moi. 2 millions d'euros l'injection, alors que ce médicament a été financé, sa recherche et développement a été financée sur fonds publics et de l'argent caritatif du Téléthon, en partie défiscalisé. Donc ça c'était en 2019. Et donc on voit bien cette trajectoire d'augmentation des prix. Et quand on regarde les autres pays, on voit bien qu'il y a une trajectoire d'augmentation des prix qui est similaire. Ce qu'on voit, c'est que le système de santé ne pourra pas continuer à absorber cette augmentation des prix des nouveaux médicaments. On a été auditionné, l'Observatoire, en juin 2020, par le Conseil consultatif national d'éthique, qui finalisait un rapport sur l'accès à l'innovation thérapeutique pour les Français autour de cette question. Est-ce que nous allons pouvoir continuer à garantir l'innovation thérapeutique pour les personnes avec ces prix qui augmentent? Et le rapport du CCNE était sans appel. Il allait totalement dans notre sens. D'ailleurs, ils avaient repris beaucoup de choses qu'on recommandait sur la transparence. Voilà, donc ça, c'est un premier point du constat, c'est le prix. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est les pénuries. Pénuries, Jérôme parlera des pénuries actuelles, conjoncturelles, mais moi, je voudrais parler des pénuries structurelles. C'est-à-dire qu'on sait depuis une dizaine d'années qu'il y a une augmentation vraiment systémique, structurelle des pénuries de médicaments qui touche toutes les classes thérapeutiques. Parce que là, en ce moment, on parle de certaines classes thérapeutiques, mais en fait, ça touche toutes les classes thérapeutiques. Il y a une obligation pour les industriels de déclarer à l'agence du médicament les médicaments qui sont en tension et en rupture. Donc, quand on analyse ces médicaments-là, on voit qu'il y a bien toutes les classes thérapeutiques, les antirétroviraux contre le VIH, l'insuline contre le diabète, pas uniquement, et ça c'est important je crois, pas uniquement les médicaments considérés par les industriels comme moins rentables. Ça c'est un point important. Tous les médicaments sont concernés, et c'est y compris des médicaments vitaux, des médicaments essentiels. Donc on est confronté à cette question des pénuries structurelles. Pendant la première vague du Covid, on est alerté par des praticiens hospitaliers de la PHP qui font face à des ruptures de médicaments de réanimation et ils n'ont pas de réponse du gouvernement. Donc ils doivent gérer des problèmes ils n'ont plus de médicaments pour assurer la fin de vie des personnes dans de bonnes conditions. Donc ça pose quand même des problèmes éthiques majeurs. À ce moment-là, avec les soignants justement, avec le collectif Interurgence, Interhôpitaux, notamment on saisit le Conseil d'État pour demander une réquisition des moyens de production pour produire
les médicaments dont on manque, et finalement le recours est rejeté. Voilà, donc ça c'est un peu le constat, c'est ces pénuries de médicaments structurelles. Alors pourquoi ces pénuries de médicaments? Avant de laisser Jérôme prendre la suite, peut-être simplement, voilà, nous on connaît assez bien la chaîne du médicament depuis le point de départ qui est centrale, qui est la production de vrac pharmaceutique, donc de active pharmaceutical ingredients, qui est concentrée, on estime à 80% en Chine et en Inde. Donc par exemple, si en France aujourd'hui on fait une recherche sur des sites officiels sur les médicaments, enfin des sites du gouvernement, on voit par exemple pour un médicament, par exemple amoxicilline, on peut voir 8 producteurs. Par exemple, enfin je dis n'importe quoi, Teva, UPSA, etc. Ça c'est les producteurs dans le générique est enregistré en France. Mais quand on creuse, en fait on sait que la plupart importent du même producteur de active pharmaceutical ingredients. Donc s'il y a un problème sur la chaîne, eh ben il y a un impact chez tous les façonniers. Et donc c'est ce qui s'est passé cet hiver. Alors c'est ce qui s'est passé cet hiver. C'est lié aussi au contexte chinois. Et je m'arrêterai là après, mais c'est lié au contexte chinois également. C'est-à-dire que il y a depuis mars 2022, il y a la guerre en Ukraine avec une hausse évidemment du prix de l'énergie. Il y a une hausse de la consommation qui fait qu'on aura besoin d'augmenter les moyens de production, les volumes de production. Sauf que comme il y a la hausse du prix des matières premières et de l'énergie, des industriels qui avant peut-être se seraient dit on va monter en volume dans la production, là feront d'autres choix industriels. Voilà, donc il y a ça, il y a le contexte chinois qui est que la Chine le 22 décembre a décidé de stopper les exportations de certains médicaments, et parce que sa population est énorme, et je crois qu'on oublie trop souvent le fait que la Chine a 1,8 milliard d'habitants. Et du coup, ils peuvent pas être l'usine du monde, quoi. Enfin, ils peuvent pas le tenir sur tout le temps, quoi. Disons que si un jour ils décident pour une raison ou pour une autre, pour des raisons géopolitiques, c'est-à-dire un conflit par exemple autour de Taïwan avec les États-Unis, des raisons épidémiologiques, pandémiques, par exemple une pandémie qui explose chez eux, ou des batailles commerciales, s'ils décident de suspendre les exportations de vrac pharmaceutiques chez nous, on n'a pas de solution. En fait, on n'a pas de solution. Et ça, c'est pas uniquement nous qui le disons désormais. Le représentant du lobby des industriels pharmaceutiques, le LEM, l'a déclaré à la radio également la semaine dernière. Donc ils ont repris exactement ce que nous on disait il y a déjà un an, en disant oui, la Chine il y a une possibilité que l'API ne soit plus exporté. Voilà. Donc ça, c'était prévisible. C'est le risque de l'ultra-concentration et de dépendre de très peu de producteurs qui sont concentrés, qui sont dans des logiques commerciales, parce que si demain ils décident de suspendre leurs activités, on n'a aucun plan B. Voilà. Je te laisse, Jérôme, je suis désolée, j'ai un peu empiété sur ce que tu devais dire. Il n'y a pas de souci. Donc, bonsoir et tous mes remerciements aussi. Peut-être avant de reprendre sur les pénuries qui sont les plus médiatisées actuellement, et j'insiste vraiment sur les plus médiatisées actuellement, de redonner des chiffres. On en est à 3000 signalements l'année dernière de pénuries ou de tensions sur des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Donc c'est la catégorie mise en place en France. Il y a une liste de 400 médicaments, 3000 signalements. On en était à 2400 l'année précédente, sur 2021. On en était, il y a une dizaine d'années, à 400 à peu près. D'accord. Donc ça indique bien que le phénomène est structurel. Ce que ça indique bien aussi, c'est que c'est très important de parler du paracétamol, de l'amoxicilline, parce que ce sont des médicaments très courants. Et donc forcément, s'il y a une médiatisation, c'est aussi parce que ça touche tout le monde. Mais je crois qu'il est vraiment très très important, notamment au niveau de la représentation nationale, de mesurer que c'est un problème quotidien pour énormément de malades et de patients atteints de pathologies graves. Et qu'en fait, si vous venez l'idée de faire une question d'actualité par semaine sur la question des pénuries, on pourrait sans aucun souci vous trouver de quoi faire à chaque fois. Donc je vais vous donner quelques exemples. Il y a eu des pénuries de ce qui était auparavant un vaccin, le BCG, qui est donc devenu le BCG Medac et qui sert dans le cancer de la vessie. On a des pénuries depuis 5 ans de traitements anti-rejet de greffe
qui permettent donc aux personnes de supporter un greffon du rein. Donc c'est surtout pour les insuffisants rénaux qui reçoivent une transplantation rénale. Donc dans ce cas-là, il y a des médicaments alternatifs, mais qui sont de bien moindre qualité. Donc c'est une perte de chance de conservation du greffon ensuite, et plus d'effets indésirables. Et dans le cadre du BCG, ça veut dire que concrètement, il y a des gens qui sont moins bien soignés parce que du coup, il leur manque... ou qui ont des pertes de chance parce qu'il y a des changements de traitement en cours de route, parce qu'il y a des interruptions de traitement en cours de route. La Ligue contre le cancer avait diligenté une enquête en 2019 auprès d'oncologues, et 45% des oncologues interrogés estimaient qu'il y avait une perte de chance il y a un report d'une guérison quand la guérison était possible, mais en tout cas une grosse perte de chance pour leurs patients du fait même des pénuries. Okay. Donc médicaments anti-rejet. Récemment, là, on a été interpellé par des soignants hospitaliers qui travaillent notamment dans l'accueil de personnes qui font des AVC sur des pénuries et des tensions, parce qu'il peut y avoir des problèmes même quand il n'y a que simplement des tensions, sur des médicaments de référence utilisés pour la prise en charge d'urgence dans le cas d'AVC. Donc des médicaments qui permettent d'enlever les caillots ou les bouchons, et qui amènent, alors il n'y a pas forcément de pénurie sèche, mais ça emmène à un changement de traitement presque par semaine, avec des posologies et des modes d'administration qui sont différents. Donc une multiplication de risques d'erreurs médicales dans un cadre d'austérité, dans un cadre de personnel en souffrance et d'un traitement profondément dégradé. C'est les médicaments thrombolytiques. D'accord. Donc l'ensemble des médicaments thrombolytiques, et notamment donc c'est les deux médicaments de référence. Voilà, on pourrait continuer. Il y a eu des antiépileptiques, il y a eu des réactifs pour le dépistage de la syphilis, des antibiotiques utilisés contre la syphilis. Voilà. Donc ça me paraît vraiment très très important d'insister là-dessus, et sur tous les aspects des conséquences, c'est-à-dire c'est les conséquences évidemment pour la santé individuelle des personnes. Ce sont des conséquences, donc comme l'indique cette étude de la lutte contre le cancer, ce sont des conséquences sur la santé publique. Je vais revenir sur l'amoxicilline, mais si vous avez pour un autre exemple, des pénuries de réactifs de la syphilis ou d'infections sexuellement transmissibles, si vous contingentez les personnes qui vont se faire dépister, ça veut dire qu'il va y avoir plus de personnes qui ont ces maladies sans le savoir, qui vont donc les transmettre. D'accord. Je veux dire, donc ça a aussi un impact sur la santé publique. Ça a un impact sur le temps de travail des personnes, donc sur l'utilisation de l'argent public. Une étude européenne de 2019, là encore, sur plein de personnels hospitaliers au niveau européen, montrait que plus d'un tiers d'entre eux estimaient à 35 à 40% à 5 heures par semaine, le temps de travail utilisé à gérer les pénuries ou les tensions. Voilà, pour plus d'un tiers des personnels. C'est aussi du temps pour les associations de patients, puisque quand il y a des pénuries de médicaments, il faut voir avec les médecins de référence quels sont les traitements de substitution, relayer l'information, se former à des modes d'administration différents quand on passe d'un médicament injectable à un médicament inhalable, par exemple. Donc tout ça, c'est aussi du temps qu'on a perdu. Et c'est très important que quand on va rentrer sur les questions économiques autour des pénuries, de savoir l'argent public où est-ce qu'il doit être mis. Parce qu'on dit qu'il faudrait peut-être payer plus cher pour ça, mais en fait, on paye déjà très très cher les pénuries. Et il y a tout cet aspect-là qu'on ne prend pas en compte dans les calculs économiques pour savoir qu'est-ce qui serait rentable d'investir à un moment donné en matière d'argent public. Donc pour revenir sur l'amoxicilline, le paracétamol, donc sur le paracétamol, on a une augmentation de la consommation mondiale qui était parfaitement prévisible parce que dans nos hémisphères, en hiver, on a plus souvent un certain nombre d'infections. Surtout qu'on n'est plus dans une configuration où, comme les 2 années précédentes, on avait des mesures barrières, des obligations de porter le masque un petit peu partout. Des mesures barrières ont été levées. Donc forcément, les autres agents infectieux que le Covid circulent aussi, antibiotiques. Et cela était parfaitement prévisible. Dans le cas de l'antibiotique, se rajoute, donc il y a évidemment pour le paracétamol la suspension de certaines exportations par la Chine, qui peut se prolonger en fonction de l'état sanitaire du pays ou en fonction des relations diplomatiques, comme l'a indiqué Pauline tout à l'heure. Dans le cas de l'antibiotique, ça a eu l'effet que ça a eu aussi, c'est donc une très forte baisse de la demande en 2020 à cause de ces mesures barrières, qui limitent la circulation du Covid, mais aussi des agents infectieux comme les bactéries, donc moins besoin d'antibiotiques. Ce qui fait que les industriels, soumis à des logiques d'offre et de la demande de plus en plus court-termistes, se disent, plutôt que d'investir dans le maintien
de ma production de qualité, je la réduis ou je l'arrête. Je perdrai moins d'argent à arrêter ma production plutôt qu'à en faire pour ne pas vendre pour le moment et stocker. Parce que les États ne voulaient pas faire de stock non plus. En tout cas, nous, on n'a pas vu cette volonté de faire des stocks autour de ça. On va y revenir aussi, mais parmi les facteurs qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est la délégation de l'État auprès de groupes privés, notamment des multinationales, et donc un abandon de toute expertise, de toute compétence, et on a vraiment l'impression de toute réflexion autour de ça. Dans le cas des pénuries de 2020, donc, qui étaient aussi liées à l'arrêt de la production en Chine, ou l'arrêt des exportations et l'augmentation de la demande mondiale, donc ces grandes pénuries de sédatifs, de maladies essentielles à la réanimation, de curares, l'État a fait appel à des cabinets d'audit. Là, pas à des agents publics, ou à des fonctionnaires ou à des représentants de la société civile qui auraient pu avoir une expérience autour de cela. Donc, dans ce cadre-là, donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, la demande mondiale d'antibiotiques a baissé, donc les industriels ont baissé, et personne, à un moment ou à un autre, dans le public ou dans le privé, ne s'est dit qu'à un moment, si on abandonnait les gestes barrières, si on retournait à une vie un peu plus habituelle, les agents infectieux allaient recirculer, et que donc le besoin en antibiotiques allait réaugmenter. Sauf qu'au moment où la demande réaugmente, les chaînes de production, on ne peut pas les remettre comme ça du jour au lendemain en place. Et surtout si les responsables industriels attendent le dernier moment, parce que quand ils estimeront que c'est rentable. Alors Pauline a bien indiqué, ça touche toutes les catégories de médicaments, y compris, contrairement à ce qu'on dit, que les médicaments pas rentables. Ça peut toucher des médicaments nouveaux. Mais ce qui est quand même certain, c'est que les industriels ont tendance à plus sécuriser la production des médicaments qu'ils estiment rentables, de mettre le paquet dessus, et beaucoup moins ces chaînes d'approvisionnement. Et en tout cas, de faire moins d'efforts autour de ça. Okay. Donc voilà, ça vous avez l'élément. Et ce que ça montre ici, c'est que donc il y a deux grands facteurs à voir. C'est multifactoriel, on peut en trouver d'autres, mais les deux grands facteurs sur lesquels nous on attire l'attention et qui nous amènent à proposer des solutions, c'est la question de l'inscription du médicament dans des logiques de marché, d'offre et de la demande et de profit. Et si on dit là, on insiste vraiment, c'est qu'on se rend compte que pragmatiquement, ça ne fonctionne pas. On peut tout à fait idéologiquement, moralement, en vouloir aux industriels de ne pas avoir voulu remettre en route leur chaîne de production sur l'amoxicilline, d'abandonner certains médicaments qu'ils estiment peu rentables. Mais si on le regarde, c'est qu'on a laissé faire aussi. Le système a laissé faire, l'État, le pouvoir public a fait. On confie ça à des logiques d'offre et de la demande, donc c'est difficile de leur en vouloir en fait de faire ce qu'on leur a demandé de faire. Donc la question c'est, est-ce que ce système actuel est à même de fournir, de répondre aux besoins de la population? Et on voit bien que non. On a besoin pour des médicaments de sortir les produits de santé de ces logiques d'offre et de la demande qui sont incapables de répondre. Et l'autre aspect, c'est la question de délocalisation de la production, notamment de la matière première, et donc d'une dépendance comme dans l'exemple qu'a donné Pauline, l'exemple de l'arrêt de l'exportation par la Chine le montre aussi bien que ce qu'on avait connu il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et peut-être pour finir un peu notre présentation, revenir un peu sur la fixation du prix des médicaments, comme on est en pénurie, j'ai pas... Voilà. Justement, j'allais demander, parce qu'il y a... Dans votre livre, vous décrivez une sorte de cercle vicieux sur la fixation du médicament, avec un médicament de prime abord financé par le public plutôt, enfin de la recherche publique, et ensuite donc qu'est-ce qui se passe? Ça brevette derrière, ça revend, enfin comment? Alors c'est un phénomène assez complexe. En fait, pourquoi? Alors, je reprends peut-être ce qu'on a dit au début sur la transparence. Pourquoi la transparence aussi? Parce que ça permet d'analyser tout ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui est compliqué pour les élus, pour l'exécutif, pour l'agence du médicament, etc., pour le comité économique des produits de santé, c'est d'analyser qui a financé quoi dans le développement d'un médicament sans avoir aucune information. Donc là, on revient à la question de l'opacité dont on parlait tout à l'heure, qui est qu'on n'a pas d'information sur qui a financé la recherche fondamentale, qui a financé la recherche clinique, qui a financé d'autres essais divers, qui a financé ensuite, qui finance la production, quels sont les réels coûts de production, et c'est là où ça fait le lien avec la production de matières premières. En fait, on n'a aucune information là-dessus. Les industriels refusent d'être transparents là-dessus.
Donc, au moment de la fixation du prix d'un médicament, les industriels arrivent en disant voilà, nous on veut tel prix pour tel médicament parce que ça nous a coûté très cher en recherche et développement. Sauf qu'ils refusent de dire combien. Et donc ce qui s'est passé au cours des 15 dernières années en particulier, c'est que notamment dans les pays où l'accès aux médicaments n'est pas possible, on essaie de comprendre pourquoi ça, déjà d'évaluer le coût réel de production. Mais également de comprendre qui a financé quoi en recherche et développement. Et c'est comme ça, en creusant, et d'ailleurs moi, à titre personnel, c'est comme ça que j'ai fait pas mal de recherches là-dessus, c'est parce que ça permettait de comprendre, en fait, essayer de voir qui détenait les brevets sur tel médicament ou diagnostic qui n'était pas accessible dans tel pays, ça permettait de comprendre qui était à l'origine de la recherche et du développement là-dessus. Et par exemple, je me souviens, je faisais une recherche en 2013-2014 j'essaie de comprendre pourquoi le prix des diagnostics contre l'hépatite C était extrêmement élevé au Maroc. Et donc, en creusant, j'ai fait une cartographie des brevets, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de brevets sur ces technologies qui étaient détenues par l'AP-HP, par l'INSERM en France. D'accord. Et c'est là où on a compris, on a remonté le fil comme ça, et ça nous a permis de comprendre que c'était la recherche publique française qui avait financé. Voilà. Et donc, il y a énormément on a de plus en plus d'exemples, mais les exemples qu'on a, ils sont issus de recherches comme ça, de recherches qui sont passées par des cartographies de brevets où on a remonté le fil de qui avait financé quoi, à quel niveau. Voilà. C'est-à-dire que l'INSERM finance et que derrière, en fait, très vite, on met en brevet, donc ça veut dire breveté, donc on privatise en gros la recherche effectuée, quoi. Alors il y a plusieurs schémas. Il y a un schéma qui est en effet, par exemple, l'INSERM ou un institut public fait la recherche et ensuite c'est récupéré par un industriel qui dépose un brevet. Mais il y a aussi un autre schéma qui est que toute la recherche est financée par le public, par exemple là la PHP et l'INSERM, et c'est eux directement qui brevettent, et ensuite eux font des licences exclusives d'exploitation à des industriels qui ensuite eux fixent des prix très élevés. Et donc on a pas mal d'exemples comme ça. Donc voilà, donc opacité sur tous ces critères et tous ces aspects. Un autre, peut-être juste pour compléter aussi là-dessus, peut-être Jérôme tu voudras compléter sur financiarisation de la recherche, mais sur les coûts de production. Il y a un chercheur qui s'appelle Andrew Hill qui est associé à l'université de Liverpool, qui depuis une quinzaine d'années a essayé de creuser lui le coût de production réel des médicaments. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc lui c'est pareil, il est parti d'un angle où il voulait comprendre vraiment le différentiel entre le prix de commercialisation d'un médicament et son coût de production. Sauf que c'est pas des estimations de coût de production, c'est coût de production réel. C'est-à-dire que ce qu'il fait, c'est qu'il a accès à des bases de données où il voit les transactions des PI au kilo. Entre, par exemple, en janvier 2023, les PI au kilo entre la Chine et le Royaume-Uni, par exemple, d'amoxicilline, voilà, c'est tant. Et donc, à partir de ça, il a développé un modèle économique assez précis, et à partir de ça, il fait des calculs, et il se rend compte du coût de production. Donc lui, il a fait ça pour la plupart des médicaments essentiels, de la liste des médicaments essentiels de l'OMS, et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte du décalage énorme entre le coût de production et le coût de commercialisation. On sait quelle est la marge à peu près? Par exemple, les médicaments contre l'hépatite C, au moment où où Gilead faisait payer en France la sécurité sociale 56 000 euros, au même moment, ça a baissé ensuite, donc c'est pour ça que je précise, au même moment, les génériques le coût réel de production était estimé à 200 euros. Et ça a complètement baissé. Je pense que maintenant c'est plus 30 euros. Voilà. Donc le différentiel, on l'a et il est. C'est colossal. C'est colossal. Donc avoir ces informations sur le coût de production, ça permet ça aussi. Et ça permet également d'identifier qui sont les producteurs de matières premières et aussi aux États, selon nous, d'être réactifs en cas de pénurie. De dire, la Chine refuse d'exporter. On peut s'approvisionner chez d'autres producteurs qui produisent de la matière première. Et nous, c'est pour ça qu'en avril 2020, quand on avait été alerté autour des pénuries de certains médicaments essentiels, moi j'avais contacté des producteurs que je connais en Afrique du Nord qui produisent de la matière première de certains médicaments comme l'amoxicilline et qui étaient prêts à en exporter vers la France. Mais le problème, c'est que, évidemment,
les multinationales veulent garder le contrôle de tout ça. Et donc, le gouvernement ne nous avait pas du tout écouté là-dessus. Et donc, n'avait pas non plus écouté ce qu'on avait essayé de mettre en relation avec Andrew, qui lui avait identifié les producteurs de matières premières de midazolam qui étaient en rupture dans les hôpitaux parisiens. Voilà. Donc, tout ça pour dire que toutes ces données nous paraissent essentielles à avoir. C'est pour ça qu'on est vraiment... on a créé l'Observatoire de la transparence en se disant il faut du rationnel dans les politiques du médicament. Sinon, on ne peut pas évaluer de la justesse des prix demandés par les firmes. Et justement, parce qu'on a parlé de l'amoxicilline, de Doliprane, et quand on fait lien avec la transparence, quand même, moi je pense aussi à la période Covid. Et donc c'est notamment sur la question du vaccin, parce qu'en plus le manque de transparence crée aussi de la défiance. Je pense que ça joue quand même dans le sentiment de défiance. Et tout à l'heure tu parlais de la résolution de 2019. Mais durant la période Covid, il y avait aussi eu des résolutions à l'OMS sur la transparence, je crois dans le prix du vaccin, ou alors pour libérer les brevets, je me souviens plus exactement. Et la France aussi avait refusé de voter ces résolutions-là. Est-ce que aussi dans la période Covid, donc, on aurait pu faire mieux s'il y avait eu plus de transparence? Est-ce que ça aurait pu permettre un plus grand accès au vaccin, par exemple, ou de rassurer davantage les populations, etc. Alors peut-être sur la première partie, sur le TRIPS waiver, ce qu'on appelle le TRIPS waiver. Donc il faut comprendre que le système des brevets on peut dire un peu que le cadre mondial autour des brevets, c'est le système de l'Organisation mondiale du commerce, avec l'accord sur le droit de propriété intellectuelle touchant au commerce de 1994. Donc pas de la santé, du commerce. Déjà commerce. Commerce. Exactement. Et c'est le cadre. Et à ce moment-là, en 1994, les États membres qui ont signé cet accord se sont mis d'accord pour établir des standards minimums de propriété intellectuelle dans les États membres. C'est-à-dire octroi de brevets sur y compris sur des produits pharmaceutiques pour 20 ans minimum. Voilà, une régulation des importations parallèles. Différents, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais différentes obligations pour les États, mais aussi certaines latitudes de définir ce qui est brevetable ou pas. Par exemple, il y a des pays où c'est pas possible de breveter des combinaisons de médicaments. C'est-à-dire, par exemple, si on se rend compte que un médicament antirétroviral comme la didanosine fonctionne en association avec l'amivudine, voilà, dans certains pays, on peut avoir un brevet là-dessus, un brevet sur la combinaison, qui peut bloquer pour 20 ans supplémentaires voilà. Après, par exemple, là, l'exemple qu'on a eu sur l'amoxicilline et l'agence du médicament qui demande aux personnes d'écraser les comprimés et de mélanger dans de l'eau, etc. Dans certains pays, comme les États-Unis, ça mérite un brevet. On peut avoir un brevet pour le process de fabrication. Donc ça veut dire, parce que pour être clair, du coup, la NSM donc proposé, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament proposé contre la pénurie, pour que les enfants puissent avoir de l'amoxicilline, donc de mettre une dose adulte et ensuite dans un verre, c'est ça, et d'enlever en fait la dose. Et ça, de faire déjà, ce qui peut paraître un peu dangereux, non? Et en plus, donc ça, aux États-Unis, par exemple, ça peut être breveté. Ça, c'est certains. On peut même dire toutes les multinationales, quand ils font les formules pédiatriques, ils demandent un brevet là-dessus. Bon, évidemment, il y a des essais cliniques derrière aussi, je précise, mais parfois même juste pour le process de fabrication. Voilà. Et donc oui, en effet, parenthèse par rapport à ça, oui, c'est dangereux, et en plus, selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé, ça peut être considéré comme des sous-standards. Parenthèse refermée, excusez-moi, je me suis un peu égarée, mais donc le TRIPS waiver. Donc voilà, chaque pays a la possibilité, s'il le souhaite, de contourner un brevet. C'est-à-dire, même s'il a déjà octroyé un brevet sur une technologie, il peut se dire, pendant un temps donné, je vais confier la production de ce produit à un tiers. Ça s'appelle une licence d'office ou une licence obligatoire. Donc ça, c'est une possibilité que chaque pays chaque État membre a sous l'accord ADPIC. Ce qui s'est passé avec les vaccins contre le Covid, c'est que donc il y a eu énormément d'argent public investi, des milliards de dollars investis
pour soutenir et pour développer la technologie ARN messager et pour soutenir les laboratoires, notamment avec des précommandes de doses, etc. Et donc, vu l'urgence mondiale, il y a eu une demande de l'Afrique du Sud qui a été de dire, vu la situation, on demande une suspension de l'application des droits de propriété intellectuelle sur les technologies Covid. Donc vaccins, candidats à traitement et tests. Et donc cette demande, elle a été présentée dans plusieurs réunions de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, et elle a été refusée parce que notamment la Commission européenne bloquait. Donc il y a eu un vrai blocage de la part de la Commission européenne. Les États-Unis, en mai 2021, Joe Biden a annoncé son soutien à ce texte, et finalement le texte a été bloqué par la Commission. Et ça a été, des journalistes ont documenté il y a, je crois, assez récemment les liens, les liens entre les laboratoires et la Commission européenne, notamment avec les SMS de Ursula von der Leyen, etc. Voilà. Donc c'est un peu ça le waiver. Voilà. D'accord. Quand on parle souvent des solutions, nous les premières choses qu'on nous dit déjà, peut-être avant que vous nous donniez les vôtres, c'est non mais ça ne se fera pas en 2 ans. Nous, quand on a vu Roland Lescure, il nous disait oui, on prend acte des délocalisations. Cela dit, il parle très peu des brevets et très peu de la transparence. Déjà sur la délocalisation, relocalisation et peut-être même sur les prix, est-ce qu'il y a des avancées quand même? Est-ce qu'il y a des États qui font peut-être mieux que nous, ou est-ce qu'il y a des avancées en France? Alors, peut-être juste sur la première partie de la réflexion, sur une des objections classiques qui est faite à chaque fois qu'on signale une urgence d'une pénurie, c'est les pouvoirs publics vont nous dire, donc un représentant du gouvernement, l'agence du médicament, on est pris par l'urgence de la gestion de cette pénurie, donc reportons à plus tard. Ce qui fait qu'on se retrouve 3 ans après des pénuries qui ont été connues par tout le monde, qui ont été documentées par tous les médias au moment du premier confinement, et où on a l'impression que pas grand-chose a avancé. Des choses ont pu être faites ou annoncées, mais qui ne vont pas forcément dans le bon sens. Justement, nous, si on demande une commission d'enquête parlementaire, c'est pour avoir une idée plus précise de ce qui est fait, parce que malheureusement, l'opacité ne s'arrête pas au monde industriel. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on a une relocalisation de la production de paracétamol, notamment de matières premières de paracétamol, dans l'Isère. On verra bien ce que ça donne, c'est pour 2026, on verra bien ce que ça donne, mais ça n'est que le paracétamol, donc sur au moins 400 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, donc ça reste très symbolique, le paracétamol en France, et ça reste dans les lois du marché actuel. C'est-à-dire que si le propriétaire de l'usine, si l'industriel a envie d'exporter à un moment donné à des pays qui proposeraient des prix, rien ne l'en empêchera, sauf en situation de pénurie, donc à un moment où les pouvoirs publics ont des possibilités d'interdiction de... Ce qui a été par ailleurs à un moment le cas avec Sanofi, je reviens sur le vaccin Covid, mais qui avait promis, s'ils faisaient un vaccin, de le commercialiser aux États-Unis. C'est à peu près le... Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence. Oui, si on se souvient, c'est très bien, oui. Oui, ce qui montre bien là encore la question de l'offre et de la demande. Les États-Unis proposent un prix au vaccin plus cher, ils proposent plus d'argent public. Sanofi estime au printemps 2020, alors même qu'on ne sait pas encore, qu'ils n'arriveront pas dans la course au vaccin, donc dans ce système où il faudrait qu'il y ait forcément un premier et pas un système de recherche collaboratif où on se dirait, moi je fais un vaccin pour tel type de population, pour tel type de population, voilà, et on se coordonne. C'était l'idée d'une course, parce qu'il va être le premier pour avoir justement plus d'argent. Donc mais on ne savait pas encore à ce moment-là que Sanofi arriverait dernier, enfin parmi les derniers, en tout cas dans les gros qui étaient le plus médiatisés. Sanofi a effectivement pression en menaçant de ne pas vendre à la Commission européenne s'il n'y avait pas plus d'argent public donné, s'il n'y avait pas des promesses de tarifs et surtout s'il n'y avait pas de pré-achat. Donc j'en reviens sur une question précédente, sur la question de la transparence pendant le moment du Covid. Si précisément on avait des informations, c'est de l'argent public, donc on devrait pouvoir voir tout ça. Donc on a des économistes aux États-Unis qui ont calculé qu'il y avait eu 17,2 milliards de dollars versés par l'argent public américain, le NIH, au cours des 20 dernières années, qui ont été utilisés pour aboutir au vaccin ARN ensuite. Donc 17,2 milliards de dollars. On sait qu'il y a eu ensuite, au moins au premier semestre 2020, 1 milliard de dollars de la BARDA donnés pour de l'aide à la recherche, mais aussi de l'aide à la production.
C'est pas que l'aide aux recherche et développement. Et il y a tout cet argent de prévente, de préachat, qui forme autant de filets de sécurité en matière de trésorerie, voilà, et dont on n'a pas, et on se doute qu'on n'a pas qu'il y a très peu de conditionnalité en fait. On l'a bien vu quand les laboratoires ont mis un petit peu de retard en matière de production, où il n'y a pas eu en fait de choses autour de ça. Donc voilà ce que la transparence pourrait permettre autour de ces questions-là. D'accord, mais du coup sur la question et donc sur la France on n'avance toujours pas, donc sur la question autant du coup en fait sur les relocalisations on avance sur l'exemple de l'Isère qui est un peu on avait déjà discuté, mais l'exemple un peu étendard, dès qu'on parle relocalisation on pourrait parler d'amoxicilline, de tout ce qu'on veut, on nous répond paracétamol 2026. Et du coup, par contre, sur la transparence, il n'y a pas d'avancée concrète de fait. Est-ce que vous pensez que c'est pas pour toujours revenir sur le Covid, mais des fois on a l'impression que ça aurait pu être un tournant, une occasion aussi. Est-ce qu'il y a eu des discussions quand même avec les ministères et sur ce sujet-là pour avancer sur la transparence? Et là, on n'a jamais autant parlé justement de transparence. Enfin, en tout cas, pour le commun des mortels, moi j'ai eu le sentiment qu'on avait beaucoup parlé de transparence au moment de Covid. Est-ce que ça n'a pas été une occasion gâchée? Est-ce qu'il y a quand même eu des discussions avec les ministères sur le sujet? Si oui, quels étaient les motifs de refus? D'ailleurs, quels sont les motifs de refus aussi aujourd'hui encore de ne pas aller vers plus de transparence? Alors nous, on n'a eu aucun contact avec les ministères depuis fin 2019. C'est-à-dire que donc, depuis la quasi-création. On a rencontré, en fait, après la création de l'Observatoire, on a eu plusieurs rendez-vous au ministère des Affaires étrangères et au ministère de la Santé. Donc ils nous connaissaient très bien. Et ils ont même demandé des notes techniques sur différents sujets liés aux médicaments et aux diagnostics. On a proposé des amendements en septembre 2019 qui ont été, dont un a quand même été porté par Olivier Véran, qui était rapporteur du PLFSS pour 2020, coporté par Caroline Fiat et lui. Donc bien sûr que le gouvernement nous connaissait. Enfin, voilà. Donc ils connaissaient notre travail puisqu'ils ont même co-signé des amendements qu'on avait contribué à écrire. Donc voilà, on a alerté, on sait que nos alertes ont été lues, on sait qu'ils recevaient nos communiqués. Au moment des pénuries dans les hôpitaux parisiens, on a essayé puisqu'on a été contactés nous par les praticiens hospitaliers, on a activé notre réseau international et les personnes qu'on connaît qui sont en mesure d'identifier les producteurs de matières premières et les solutions alternatives. On a envoyé des notes à différents ministères, cabinets, et on n'a eu aucune réponse. Donc ça, c'est un peu nos interactions avec le ministère. Et en matière de progrès qu'on peut documenter ou dont on peut documenter l'absence, donc sur la transparence, il y a cet amendement qui était une reprise de certains éléments de la résolution transparence de l'OMS, mais en format réduit, qui a donc été porté par la majorité sous pression qu'on avait pu faire à ce moment-là, et LFI via Caroline Fiat. Il y a eu des mésaventures de cet amendement, mais il a fini par être voté et retranscrit en décret, mais avec évidemment des sous-amendements de la majorité au dernier moment et des restrictions, ce qui fait qu'on a là eu le 49.3 sur le PLFSS cette année n'a pas permis d'avoir des débats sur l'impact de ce médicament. On devrait normalement avoir des informations sur l'impact de ce décret, sur les politiques du médicament, sur la fixation du prix. Donc il faut se tourner vers le CEPS, dans son dernier rapport d'activité, le CEPS, qui est le Comité économique des produits de santé, là où se fixe le prix des médicaments. Le CPS a rendu un rapport d'activité qui n'est pas définitif encore, mais dans lequel on a un tableau des aides publiques déclarées au nom de ce décret, et avec des sommes totalement ridicules, où on a par exemple AstraZeneca qui déclare moins de 1 000 € de soutien public de la France, c'est-à-dire que le sous-amendement et le décret d'application dans sa forme ont totalement réduit les obligations de déclaration. Par exemple, le crédit impôt recherche n'est pas déclaré. Sanofi reçoit entre 130 et 150 millions d'euros par an depuis au moins 11 ans, 12 ans. Ça n'est pas déclaré à ce titre-là. Et ce n'est qu'une des petites aides publiques qui peuvent recevoir. Donc ça, sur cette question-là, sur la transparence, il y a cet élément-là. Tu voulais peut-être un autre exemple sur la transparence ?
Peut-être là c'était plus pour répondre à la question tout à l'heure de Damien sur est-ce qu'on peut faire différemment dans d'autres pays, et peut-être faire le lien avec l'Italie. L'Italie, donc, qui avait porté la résolution en 2019, a décidé juste après l'adoption de la résolution de publier un décret dans lequel en fait le décret oblige les industriels à expliquer par du rationnel le différentiel de prix qu'ils demandent au moment de la fixation du prix d'un nouveau médicament par rapport au standard de la même classe thérapeutique. C'est-à-dire si le standard, le médicament actuel est de 100 € et que le nouveau médicament, ils en veulent 1000 par exemple, les industriels doivent expliquer pourquoi en montrant des chiffres issus des essais cliniques, etc. Donc ça montre bien que c'est possible de faire différemment. Peut-être pour compléter cet aspect de est-ce qu'on peut faire différemment, les Pays-Bas, pendant la première vague du Covid, justement, les hôpitaux des Pays-Bas ont décidé d'importer de la matière première de midazolam, en fait de faire ce que nous on avait recommandé de faire, de l'importer dans leur pharmacie d'hôpitaux et là de le transformer en des solutions midazolam qui ont pu ensuite être utilisées par les patients, par les personnes. Donc ça c'est un exemple. Après les Pays-Bas, il y a un autre exemple intéressant aux Pays-Bas, c'est que depuis à peu près 5 ans, certaines pharmacies d'hôpitaux aux Pays-Bas fabriquent des médicaments contre le cancer, des médicaments qui étaient commercialisés par Novartis à un prix très élevé. Il y a eu un échec des négociations entre Novartis et le gouvernement des Pays-Bas. Ce qu'a décidé le gouvernement des Pays-Bas, c'est de confier la production de ce médicament aux pharmacies des hôpitaux. D'accord. Voilà. Mais ils avaient le droit. Ils avaient le droit parce que sous l'accord ADPIC, c'est possible de produire les médicaments à des fins de recherche. Et comme là, c'était dans le cadre d'une production hospitalière avec on va dire une cohorte assez réduite parce que c'est un médicament très spécifique à usage pédiatrique contre le cancer, c'était possible. Donc c'était pas du tout c'était totalement compatible avec le respect de l'accord ADPIC. Voilà, et donc dernier exemple sur la production, un exemple important, c'est le Brésil. Le Brésil a décidé, et c'est là aussi où on comprend qu'une politique pharmaceutique, ça s'improvise pas, il faut la commencer à un moment, mais donc voilà, mais c'est vrai que ça ne s'improvise pas, donc c'est ça qui est inquiétant en ce moment, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de réflexion là-dessus, et on ne pourra pas du jour au lendemain mettre en place quelque chose une fois au pied du mur. Le Brésil, à partir de fin des années 80, a commencé la mise en place d'un plan de production pharmaceutique. Donc, à partir de la fin des années 80, ils ont réfléchi à un parc de production de matières premières. Tout ça s'est intensifié. Il y a eu 2 étapes. Il y a eu l'inclusion dans la Constitution du Brésil du droit à la santé comme droit fondamental en 96. Et ensuite, il y a eu le premier mandat de Lula, où le Brésil a vraiment décidé d'accélérer la production publique de médicaments. Il y a eu donc production publique de médicaments encore sous brevet en Europe, de médicaments antirétroviraux utilisés contre le VIH. Ça a été assez révolutionnaire. Et aujourd'hui, quand on regarde la politique industrielle du Brésil, on voit que le Brésil produit une très grande variété de produits pharmaceutiques, des vaccins, de l'insuline, des médicaments contre le cancer, toutes les sortes de médicaments qui sont confiés à donc il y a la fondation Fiocruz qui est sous la tutelle du ministère de la Santé et de l'Industrie qui réfléchit aux besoins de santé. Et ensuite, il y a une production publique qui est confiée à 2 laboratoires nationaux qui s'appellent Biomanguinhos et Farmanguinhos. Et donc il y a une production 100% publique dans certains cas, et parfois il y a des partenariats publics-privés avec des industriels. Donc ça c'est un des modèles qui nous paraît vraiment intéressant parce que ce que ça a permis quand même à un pays comme le Brésil, c'est de fournir en médicaments qui sont commercialisés en France très très chers, à des prix très élevés, de fournir de garantir cet accès à la population. Et c'est pour ça que là je fais le lien avec peut-être un thème qu'on va aborder ensuite, pôle public du médicament. Peut-être qu'un pôle public du médicament devra ressembler à ça. C'est-à-dire avec une partie réflexion telle que fait Fiocruz sur quels sont les médicaments dont on a besoin,
Comment on articule ça avec une recherche et développement? Par exemple, au Brésil, il y a des maladies tropicales négligées, comme la maladie de Chagas, par exemple. Et donc, Fiocruz a travaillé là-dessus aussi. Travaillé à développer des médicaments en lien avec une fondation qui s'appelle DNDi. Ils ont réfléchi à développer un traitement spécifique. Donc, aussi avec une articulation sur la recherche, mais aussi une articulation avec le système de santé unique brésilien et les hôpitaux brésiliens. D'accord. Effectivement, le pôle politique du médicament, c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup dans les solutions, dans les solutions pour gérer les pénuries, la production, etc., comme vous l'avez expliqué. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Et en tant que parlementaire, si vous étiez député, alors bon, vous l'avez déjà presque été puisque vous avez déposé vos amendements, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, et aussi peut-être même au niveau de la population, parce que c'est quand même un sujet c'est comment faire aussi pour que le sujet reste à l'agenda médiatique, quoi, parce qu'on sait très bien, c'est un peu comme les hôpitaux, où le risque, c'est qu'après février, on commence quand les gens prendront moins de médicaments, effectivement, que le sujet retombe. Donc, comment on peut faire d'une part pour à l'Assemblée, qu'est-ce qu'on peut changer directement dans la loi, etc. Et comment on peut faire pour essayer de mobiliser les gens aussi sur ces sujets-là, quoi. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que ça va continuer. Les pénuries de médicaments, ça va pas s'arrêter avec la fin de l'hiver. En fait, il n'y a rien qui permette de laisser penser que ça va s'améliorer. Rien du tout. Puisqu'au contraire, on est dans une dynamique d'explosion depuis 10 ans et qui se renforce, qui s'accentue à chaque fois. Et là, certes, il y aura la fin de l'hiver, mais il y a les mesures liées à l'augmentation du prix de l'énergie continueront d'avoir Donc, certes, il y a des médicaments très spécifiques dont on consomme peut-être plus en hiver, comme l'amoxicilline ou le paracétamol, mais des médicaments vitaux comme l'insuline, dont les personnes ont besoin au quotidien et qui nécessitent beaucoup d'énergie dans la production. Ceux-là, on en aura besoin de la même façon. Ouais. Donc, ce phénomène ne va pas disparaître par lui-même, ne va pas ralentir non plus. Et donc, ça c'est peut-être première chose. Sans compter qu'en plus des pénuries de médicaments en tant que tels ou des pénuries de réactifs, il faut compter sur les pénuries des contenants. Donc, des fioles en verre spécifiques, des poches à perfusion. C'est l'exemple de Carlyle. Des seringues associées à certains types de médicaments, par exemple, où on a aussi des pénuries autour de ça, notamment liées à l'augmentation du prix de l'énergie, de la matière première, à cause de la crise économique mondiale liée à la guerre en Ukraine. Donc, en matière nous, ce qu'on préconise, donc il y a évidemment la transparence à faire, parce que bien sûr que oui, un pôle public du médicament, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais il faut bien commencer à un moment si on veut y arriver. Donc, commencer par une production publique. Pôle public peut donner l'idée de quelque chose qui est déjà complètement achevé, où on aurait tout. Il faut peut-être sortir aussi de ces illusions-là, c'est qu'il y a 440 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, on ne peut pas tout produire comme ça, donc il y a une nécessité d'une coordination européenne. Et ça, c'est totalement évident, à la fois parce qu'on ne peut pas tout produire, mais aussi parce que pour un même médicament, c'est important que ça soit, y compris la matière première, fait sur plusieurs pays dans une même zone. Si jamais, là, dans l'Isère, dans 3 ans, quand elle ouvre, quand elle produit la matière première, il y a un souci dans cette usine pour une raison ou pour une autre, on serait bien content quand même d'avoir une autre usine pas très très loin pour ne pas recommencer avec les mêmes problèmes. Et on a des exemples concrets de production ultra concentrée dans une usine qui a dû s'arrêter complètement, et ce qui a eu des répercussions au niveau mondial. Par exemple, un médicament contre la tuberculose, la rifampicine, était uniquement produite dans une seule usine de Sanofi, une seule usine en Italie. Il y a eu des impuretés, je crois que c'était en 2018, dans l'usine, donc ils ont dû interrompre la production. Et il y a eu des ruptures de rifampicine ensuite dans plein de pays d'Afrique parce qu'il n'y avait pas de plan B. Donc il y a aussi une question de sécurité sanitaire. Et donc on a eu aussi l'exemple pour le BCG Medac de la production qui avait été interrompue dans une des seules usines qui en produit au Canada, parce qu'il y avait eu des oiseaux qui s'étaient introduits sur les lieux de production. Bref, ils avaient dû interrompre la production, et ça avait eu des répercussions aussi. Donc il y a aussi la dimension sécurité sanitaire. Dans les moyens, dans les choses à mettre en place, il y a évidemment donc la transparence, comme on l'a indiqué, transparence sur les questions économiques, pour savoir où va l'argent,
tout l'argent qu'on donne aux industriels à plusieurs étapes de la chaîne, au moment de la recherche, au moment de l'achat de médicaments, et après parfois de l'aide à la production par exemple, à quoi ça sert effectivement. Sans ça, on ne peut pas savoir comment dépenser rationnellement l'argent public en fait. Et là-dessus, moi il me semble qu'il pourrait y avoir en matière de députés quelque chose qui pourrait mettre d'accord un tout petit peu la gauche et certaines personnes à droite. C'est que si la gauche et la droite peuvent se diviser sur la question de plus d'impôts, moins d'impôts, etc., on devrait quand même pouvoir se retrouver sur la question de l'argent public. On voudrait quand même qu'il soit dépensé intelligemment et donc dépensé de façon pertinente. Est-ce qu'il vaut mieux le dépenser dans un système totalement opaque où de toute évidence les industriels n'arrivent pas à répondre aux besoins en santé, sans même rentrer dans les détails, on voit bien que ça ne marche pas en fait. Et donc, est-ce que cet argent-là public-là, il ne vaudrait pas mieux, plus tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'impact du coup sur le temps de travail des hospitaliers, sur les subventions aux associations qui ne vont plus faire que ça, est-ce que cet argent public-là, ça ne serait pas mieux utilisé pour un ensemble de pôles publics? Une autre forme de transparence qui pourrait être utile dans certains cas, malgré notre super dépendance sanitaire, c'est plus de transparence sur l'origine des matières premières. Ça faisait partie du paquet d'amendements qu'on avait proposé dès 2019, qui avait été refusé par Olivier Véran, rapporteur du PLFSS à l'époque, et par le gouvernement, et qui permettrait en fait, si on a une meilleure visibilité dans certains cas, et quand c'est possible, quand ça existe, si on a un souci parce que la Chine ne peut pas nous fournir ou la matière première au médicament, de trouver un autre fournisseur à côté, comme ça aurait pu être le cas pour certains médicaments en 2020, où on avait pu identifier, Pauline a pu identifier un producteur par exemple en Afrique du Nord qui était disponible pour certains médicaments de réanimation. Donc, vous voyez, voilà. Et sur la question du pôle public du médicament, donc élaborer quelque chose au niveau européen, mais il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs aspects dans cette production publique. C'est que justement, ça ne peut pas être qu'une production. Il faut que ça soit une recherche publique associée, notamment pour pouvoir faire des recherches sur des maladies qui n'intéressent pas financièrement les industriels. Parce que là, Pauline a évoqué tout à l'heure, mais c'est pas étendre abusivement le sens du mot pénurie que de dire que les médicaments qui nous manquent, ce sont aussi des médicaments, par exemple des traitements de taux de l'endométriose, où la recherche commence à s'installer. Donc c'est pour des raisons de rentabilité financière, mais aussi pour des raisons de sélection médicale, toutes les maladies négligées. Voilà, il faut se rappeler que dans un système super financiarisé, où en fait les détenteurs des capitaux, que ce soit ceux qui rachètent des startups, que ce soit Sanofi ensuite, de s'imaginer projeter sur des maladies pour lesquelles ça pourrait leur apporter de l'argent dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça les intéresse de moins en moins. Eux, ils veulent des perspectives à très court terme. C'est bien pour ça que Sanofi, par exemple, au milieu des années 2010, a abandonné des recherches sur Alzheimer, a abandonné des recherches sur les antibiotiques, sur d'autres types de maladies, sur les coronavirus en 2015, parce qu'ils ne voyaient pas de perspective rentable à court terme. Donc on a besoin d'un pôle public pour précisément aller au-delà de ça. Et dans ce pôle public de recherche, en lien entre la recherche et la production, il faut donc un pôle de définition des besoins qui rassemblerait société civile, chercheurs évidemment, et qui définissent rationnellement par quels médicaments on commence, comment on planifie les choses, une véritable planification sanitaire. D'accord. Et juste j'allais dire, parce que je me fais un peu l'avocat du diable, mais du coup ce qu'on va nous dire c'est que la France elle seule ne peut pas faire ça, quoi. Et du coup est-ce que quand même on peut estimer que le poids que peut avoir la France peut permettre en tout cas d'enclencher ce type de dynamique? Il faut l'enclencher. Il faut qu'à un moment donné, quelqu'un lance quelque chose. Voilà. Et de toute façon, ce que disait Jérôme tout à l'heure, c'est impossible que du jour au lendemain on produise les 422 la matière première pour les 422 médicaments thérapeutiques majeurs. En revanche, on a l'impression que personne réfléchit au niveau de l'État à un plan. C'est-à-dire un plan, ça veut pas dire tout lancer maintenant. Ça peut être par étapes. Ça peut être d'abord la France, ensuite en association avec différents autres États membres, peut-être avec le soutien de la Commission européenne voilà. Mais en tout cas, un plan sur ce type de choses ne peut être que progressif, mais il faut quand même qu'il y ait un plan, qu'il y ait une vision stratégique de ce qui est fait. Par exemple, c'est pour ça que le paracétamol, c'est vraiment un exemple. On a vraiment l'impression que c'est une sorte d'écran de fumée
voilà, une sorte d'écran de fumée pour donner l'impression qu'on retrouve une indépendance sanitaire alors que c'est un médicament parmi d'autres. Et puis il faut se rappeler, évidemment, se projeter en imaginant que dans 3 ans, on pourrait faire 40, 50 médicaments ou même plus, ça n'est pas réaliste. Par contre, de se dire, il y a des choses qu'on a abandonnées, qu'on pourrait quand même plus vite reprendre, comme la production hospitalière. Voilà, et on est à peu près persuadé, au vu des retours qu'on a, que ça pourrait aussi intéresser les pharmaciens hospitaliers de remettre la main à la pâte, de revenir. Donc ça ne peut pas être pour tous les médicaments, ça ne peut pas être à une phase de production immense pour des médicaments qui seraient consommés par toute la population, mais pour des médicaments très ciblés qui viennent à manquer, ça serait déjà une première solution et qui permettrait de lancer des choses, par exemple avec une coordination européenne. On peut aussi imaginer, donc, dans le cas d'une production en partie publique, si l'État rechigne, à ce qu'il y a un moment ou un autre pour certains médicaments qu'on identifierait comme nécessaires et où ça serait possible en matière de production, une participation des collectivités territoriales. Ça peut se faire aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire si le blocage est politicien et partisan, il peut aussi y avoir des expérimentations. Là encore, ça ne pourrait pas être pour tous les médicaments. Il y a des médicaments où ça ne sera pas possible, il faudra que ça soit sur quelque chose de centralisé. Mais pour un certain nombre de médicaments, c'est certainement possible. Donc il faut arriver à réfléchir de façon systématique, structurelle, bien pensée, organisée, mais il ne faut pas aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure en matière d'objection, c'est constamment se dire c'est long, c'est difficile, donc il est urgent d'attendre. C'est totalement paradoxal. À quel moment on fait ça? C'est précisément parce qu'il y a des choses qui vont prendre du temps en matière de réindustrialisation pharmaceutique, qu'il faut le commencer maintenant et qu'il aurait fallu le commencer il y a bien plus longtemps, notamment au moment de la prise de conscience collective et publique en 2020. Et là, voilà, parce que là, on a un plan France Relance 2030 où on sait que dedans sont concernés notamment 18 médicaments. Mais comment est-ce que ces médicaments ont été choisis? Est-ce que c'est avec des épidémiologistes? Est-ce que c'est avec des gens qui ont travaillé sur les pénuries? Enfin voilà. Donc il y a l'autre intérêt d'une production publique. Pauline l'a indiqué dans l'exemple sur la production hospitalière d'anticancéreux aux Pays-Bas, c'est que c'est aussi quelque chose qui réintroduit du rapport de force dans la négociation du prix. Donc ça ne serait pas là forcément que pour des médicaments faisant l'objet de pénuries qui sont des médicaments plus anciens, ça serait aussi pour des médicaments nouveaux, très très chers. Là, le prix n'est pas possible, donc nous allons le produire publiquement après avoir émis une licence obligatoire. Voilà. Et à chaque fois que des pays en développement ont utilisé ces flexibilités de l'accord de l'OMC, et à chaque fois ils ont réussi à négocier des prix beaucoup plus intéressants. Donc c'est vraiment une production stratégique. Et le lien, parce qu'il y a eu un moment où on n'a pas pu en reparler dans une de vos questions, mais une des objections, enfin un des arguments des industriels via le LEM aujourd'hui, c'est de dire que s'il y a autant de pénuries, c'est parce que les médicaments ne sont pas assez rentables, donc il faudrait augmenter le prix des médicaments. Ouais. Donc on a déjà vu à quel point l'opacité empêche de savoir si cette prétention est légitime. Ouais, tous les exemples qu'on documente auront plutôt tendance à montrer le contraire, à savoir qu'ils se font des marges même sur ça, simplement c'est pas des marges suffisantes pour leurs actionnaires. Si on regarde les chiffres d'affaires et les dividendes, par exemple de Sanofi ou par exemple de Novartis qui détient une filiale commercialisant l'amoxicilline en France, on voit bien que les chiffres d'affaires augmentent et que les dividendes augmentent. Donc rien que déjà sur ça, même dans l'opacité, on a quand même des éléments pour leur répondre. Peut-être qu'à un moment où depuis 3 ans, on dit aux citoyens de se serrer la ceinture pour gérer l'impact économique du Covid, du confinement, de l'arrêt. Voilà, peut-être que les actionnaires pourraient faire un tout petit peu leur travail aussi. Mais il y a une dernière réponse à faire autour de ça, c'est que si ça n'intéresse pas les industriels qui estiment qu'ils ne se font pas assez d'argent sur ça et que ça les intéresse plus de faire autre chose, leur blockbuster, et bien dans ce cas-là, raison de plus pour que ce soit l'État et la puissance publique qui le fassent. Ça ne vous intéresse plus, vous ne voulez pas faire, mais nos populations en ont besoin, que l'État reprenne la main sur ça. Donc ça, parmi les arguments, ça paraît vraiment... Et ça peut être aussi une réponse donc, au LEM sur le fait qu'il faille augmenter les prix des médicaments, de dire... même si il faudrait voir les marges, je pense que quand on verra les marges, on comprendra que peut-être il n'y a pas besoin forcément d'augmenter le prix. Mais du coup, ça peut être aussi une réponse de dire que s'ils veulent aller dans ce sens et discuter, en tout cas, il faut qu'il y ait au moins une transparence en contrepartie, il faut au moins qu'on sache, parce que là, du coup, ça paraît, moi j'étais pas nécessairement au courant du fait qu'on n'avait aucune info sur le prix de production. Du coup, ça veut quand même dire que ils demandent une hausse des prix alors qu'on ne sait même pas, on ne sait pas du tout combien ça coûte, quoi. Exactement. Donc c'est dans le vent en fait. Ils disent juste il faut augmenter, mais même eux savent pas de combien, j'imagine. Ils demandent une confiance. C'est ça, ils refusent de donner des éléments rationnels.
Ça ressort dans le débat, et d'ailleurs j'ai eu l'occasion d'en débattre avec le directeur scientifique du LEM sur France Inter la semaine dernière. C'était l'argument qui ressortait. Alors, la question du prix, de l'augmentation du prix. On peut imaginer que peut-être, par rapport au prix au kilo aujourd'hui, coût de production des actifs pharmaceutical ingredients en Chine, dans les conditions actuelles de production en Chine, on peut imaginer qu'en France, ça coûterait plus cher de produire ça. Bien sûr, on peut l'imaginer, et peut-être que ce serait même nécessaire pour utiliser la relocalisation comme une opportunité de produire, de faire une production qui est quand même une production par nature très polluante, la faire dans un respect de normes environnementales plus importantes. Parce qu'aujourd'hui, la Chine et l'Inde absorbent quasiment toute la pollution liée à cette production de nos produits pharmaceutiques. Et c'est pas éthique, il y a un problème éthique majeur là-dedans. Donc peut-être que oui, il y aura un coût supplémentaire à payer pour avoir une relocalisation plus soucieuse des normes environnementales, plus adaptée à l'environnement, moins polluante. Mais en tout cas, il faut absolument que ça se base sur des critères, c'est pas juste sur des déclarations du LEM dans le vent. C'est pas possible. Et sur des critères rationnels et exhaustifs. C'est-à-dire, je reviens sur les questions économiques, par exemple. Quel est le prix d'une pénurie ? Ça ne se limite pas aux médicaments qu'on achète ou à des aides publiques aux industriels. C'est le temps de travail des hospitaliers, c'est le coût en vie humaine. Enfin, il y a cet aspect-là. Il y a cet aspect-là aussi. Et combien on va payer le fait qu'on ait confié la recherche des médicaments dont on va avoir besoin dans un avenir proche ou lointain, avec la transition épidémiologique, l'augmentation des maladies non transmissibles, la quasi-certitude qu'on a que de nouvelles menaces sanitaires infectieuses vont émerger du fait des changements climatiques, du fait des déforestations, du fait la menace des résistances aux antibiotiques qui est définie comme une des pires menaces. Là-dessus, combien on va payer en vie humaine, en santé, mais aussi économiquement, si on se contente simplement de confier à des industriels dont la logique même, il ne s'agit pas de parler de morale encore ou d'idéologie, mais dans la logique même, n'ont pas les moyens de voir à long terme, n'ont pas les moyens de penser à ça. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres points qu'on pourrait mettre en avant, qu'on aurait oublié. Moi, je n'en vois pas, en tout cas, dans tout ce qu'on a pu faire. Non, on a perçu... Bon, en tout cas, l'idée par la suite, pour nous, c'est de toute façon d'essayer dans le prochain projet de loi de financement de la Sécu, si on se mange du 49.3 très rapidement, mais en tout cas d'essayer d'aller aussi, je pense que les amendements qui ont été rejetés par Olivier Véran, essayer de les reposer, et peut-être voir comment on peut aller plus loin là-dessus, et pourquoi pas aussi engager donc des propositions de loi sur le sujet, mais après c'est comment mettre tout ça, enfin tout à l'heure quand je parlais du fait que du coup après l'hiver c'est pas qu'il y aura plus de pénurie, ce que vous disiez c'était tout à fait juste, mais c'est comment on fait pour que ça revienne à l'agenda, voilà, parce qu'on sait comme ça va être des pénuries parce que paracétamol, c'est parce que on a des fois des journalistes qui disent il y a pas j'ai pas de paracétamol pour moi, et du coup ça fait monter les sujets comme ça quoi, mais sur le reste il peut y avoir une occasion d'actualité puisque la réforme des retraites se fait dans le cadre d'un PLFSSR et c'est vrai, dans lequel un lien par exemple entre vieillissement de la population, augmentation des besoins en santé, consommation de médicaments peut être fait. Surtout d'une façon un peu générale, un des grands sujets d'opposition sur les retraites elles-mêmes, c'est la question du critère de l'espérance de vie ou espérance de vie en bonne santé. Et que là, il y a aussi remettre le médicament dedans et refaire le lien. On est attaqué sur tous les fronts, donc répondre sur tous les fronts, ça peut être vraiment pas mal. Puis il y avait un texte qu'on avait écrit en décembre 2019 au moment du projet de réforme de retraite, où on faisait le lien justement entre le fait que les politiques pharmaceutiques, la fixation du prix des médicaments soient jamais vraiment remises en question, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun critère rationnel qui est demandé aux industriels, et en revanche on demande des coupes massives sur le modèle social, une destruction. Alors que c'est la sécurité sociale dans le fond, et les cotisations qui payent quoi. Voilà, et donc en fait ce qu'on disait, nous, ce qu'on écrivait en décembre 2019, c'est en gros on arrête toutes les politiques d'austérité tant qu'on n'a pas une évaluation de qui contribue à quoi dans les politiques du médicament, parce que pourquoi d'un côté on devrait couper les dépenses
des hôpitaux, des urgences et du système des retraites, et sans évaluer ce que les profits réalisés par d'autres acteurs. Ok. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Pour l'audition et puis bon courage pour demain, quoi.